Bonjour, aujourd'hui nous partons ensemble pour une nouvelle exploration, une exploration un peu spéciale. Je vais vous raconter l'histoire d'une île qui est l'une de mes destinations favorites au Japon et qui pourtant est très peu connue. C'est l'histoire d'un lieu qui est passé en quelques années de campagne profonde du Japon à l'un des endroits les plus modernes du pays et qui aujourd'hui est à l'abandon. Il y a quelques années seulement, cette petite île au sud du Japon accueillait près de 8000 habitants, ce qui en faisait l'endroit le plus densément peuplé au monde. En 2021, seules 80 personnes résidaient encore ici. Qu'est-ce qui a bien pu pousser 99% de la population à fuir cet endroit quasiment du jour au lendemain, parfois en laissant tout derrière eux? Voici l'histoire fascinante de l'île d'Ikeshima. Jusqu'en 1952, Ikeshima est une île tranquille sur laquelle vivent 350 habitants. Des familles de pêcheurs et d'agriculteurs. Ce que ces gens au quotidien simple et calme ne savent pas, c'est que leur vie va changer du jour au lendemain. Depuis des années déjà, une compagnie minière rachète petit à petit la majorité des terres de l'île. Et en cette année de 1952, débute le développement de ce qui deviendra la plus moderne mine de charbon du pays. En 1959, l'exploitation de la mine débute. Ikeshima va être transformée à jamais. Non loin de là, la première mine de charbon du Japon avait ouvert en 1869 sur la désormais célèbre île de Gunkanjima. Cette date marque un profond changement pour le pays qui connaît alors une révolution industrielle grâce aux machines venues d'Europe, d'Angleterre surtout. On construit les premiers immeubles d'habitation en béton. Le Japon se modernise. Contrairement à Gunkanjima que beaucoup connaissent, au moins en photo, Ikeshima est peu connu du reste du monde. Moi-même, j'ai passé de nombreuses années au Japon sans jamais entendre parler de cet endroit, qui est pourtant l'un des endroits les plus incroyables du monde. Imaginez déjà la transformation subie par l'île en quelques années. On passe de quelques maisons en bois éparpillées par-ci par-là à des rangées d'immeubles de béton de 8 étages qui occupent les 2 tiers de l'île, ainsi que la construction d'une mine qui occupe le tiers restant. Le lac, qui a donné son nom à l'endroit, Ikeshima veut dire en japonais « l'île au lac », est détruit pour y faire un port. La population est multipliée par 20 en à peine plus de 5 ans. À son maximum, en 1965, l'île devient l'endroit le plus densément peuplé au monde en accueillant le nombre magique de 7777 habitants. Non, c'est pas vrai malheureusement, ils étaient seulement 7776. Quelque part, ça me stresse. Pas vous ? On est parti pour l'île de Ikeshima et on est sur un ferry qui est exceptionnel. Exceptionnel parce que on est les seuls passagers. Ferry privé, private ferry. Si les gens sont partis d'ici, c'est évidemment pas parce qu'ils aiment pas l'île. Enfin peut-être qu'ils l'aiment pas en vrai, mais c'est parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire. C'est vraiment la mine qui employait tout le monde. Si je vous dis qu'Ikeshima est incroyable, c'est d'abord par son décor unique de centaines de bâtiments et d'installations laissés à l'abandon du jour au lendemain, parfois avec tout le matériel laissé là. Je pourrais personnellement y passer des heures rien qu'à contempler et prendre des photos. Mais au-delà de ça, il y a les gens, ceux qui restent,
que l'on voit passer au bout d'une rue comme des ombres, tellement on ne s'attend pas à voir quelqu'un habiter ici. Il suffit de leur parler quelques minutes pour se rendre compte que le quotidien d'Ikeshima n'a pas grand-chose en commun avec celui de Tokyo. Outre les 5 professeurs d'école, certains travaillent au port, une personne à la poste, une grand-mère tient un restaurant et un grand-père un hôtel. Les autres s'occupent comme on peut sur ce genre d'île, on pêche, on regarde la télé et on nourrit les chats. Ils sont 3 à habiter dans cet immeuble et il y a une trentaine de chats, ils s'en occupent de temps en temps. Il vit tout seul, enfin il y a 2 appartements qui sont occupés dans cet immeuble. Un appartement où ils sont 2 et lui qui habite tout en haut, là où il y a les plantes en haut. Et il nous dit qu'il va habiter là jusqu'à ce qu'il meure. Tous les immeubles sont alors délabrés, mais théoriquement ils vont tenir encore. Ils sont pas en état de ça va pourrir ou etc. Le prix du loyer, 6 000 yens, ça fait 50 €. Et il dit qu'il y a des immeubles à l'entrée de l'île où c'est encore moins cher que ça. Donc le loyer ici c'est quelques dizaines d'euros si ça vous intéresse. Ça plus l'électricité, il en a pour moins de 10 000 yens, donc 70 €, un truc comme ça. Il y a la télé, il n'y a pas internet. Mais il y a la 4G. Vous savez peut-être que le Japon compte de nombreuses îles aux chats. Celle-ci, je crois, n'en est pas une officiellement, mais pourtant, les félins représentent, et de loin, la majorité de la vie sur l'île. Et ce sont eux qui rythment le quotidien des habitants. Chacun gère apparemment un groupe de chats, plusieurs dizaines parfois, et partout sur l'île, ils ont à manger, même dans les coins les plus inattendus. La plupart des routes ne sont même plus entretenues et on peut à peine marcher dessus, c'est même pas possible d'y passer en vélo ou alors très difficilement. J'imagine qu'il y a des parties de l'île qui sont vraiment préservées pour que les gens puissent avoir un sentiment de vie normale, mais regardez, à part les chats, je vois pas qui emprunte ces routes. Oh, sumimasen. どこでも会いますね。やっぱりお腹空かしとったらね。だよね。なんかJe viens de recroiser une grand-mère. Donc ça c'était un trou. Elle m'a déconseillé de prendre cette route. Oh putain, ça c'est une araignée qui est énorme. Je comprends pourquoi elle m'a déconseillé de prendre cette route. Et elle me disait que, alors déjà incroyable, elle vient nourrir des chats en plein milieu de la nature comme ça. Et elle m'apprend qu'elle habite sur cette île depuis à peu près 70 ans. Et que j'ai pas peur des araignées, tu vois, je les trouve belles et tout, mais quand elles arrivent en face de toi comme ça, elle habite sur l'île depuis 70 ans et elle a connu en fait le développement de l'île. La grand-mère qui me disait donc qu'elle a vécu là, sur cette île, pendant 70 ans à peu près, et donc elle a vu l'île changer, parce qu'au début c'était une petite île de pêcheurs avec quelques dizaines de personnes, et elle a vu tout s'industrialiser, tout ce complexe minier se former, ces bâtiments se construire, et elle a tout vu mourir. Donc c'est assez incroyable comme vie. À l'échelle de cette île en fait, elle a vécu la préhistoire, l'histoire et le présent quoi. C'est difficile de connaître la vie des habitants de l'île à cette époque car contrairement à Gunkanjima qui a été fortement documenté, on trouve très peu d'archives concernant Ikeshima. Pour le Japon, c'était simplement une île parmi des milliers d'autres, une mine parmi des centaines d'autres. Le quotidien des mineurs est tout de même assez simple à imaginer. Leur vie se passait à 600 mètres sous terre, ou plutôt sous mer, à creuser la roche dans des galeries qui s'étendront au final sur 96 km que l'on parcourait en train ou assis sur un tapis roulant. J'attire votre attention sur le gigantisme de cette mine par rapport à l'île d'Ikeshima, qui finalement ne servait que de porte d'entrée d'une véritable ville souterraine. Depuis l'entrée du puits, on mettait 1h30 pour se rendre à l'endroit le plus éloigné de la mine, endroit déconseillé aux claustrophobes. Mais les mineurs travaillaient quand même dans l'une des mines les plus modernes du pays, dans des conditions bien meilleures que presque partout dans le monde. D'ailleurs, on dit que le salaire des ouvriers ici était le double de celui d'un employé de bureau. À la surface, tout était fait pour que les familles des travailleurs vivent une vie normale. Les ferries, assez nombreux, reliaient l'île au continent, plusieurs fois par jour, assurant circulation des personnes et ravitaillement. Des hôpitaux, des commerces, des karaokés, des espaces verts et bien d'autres ont été bâtis, et la gigantesque école pouvait accueillir environ 1 millier d'enfants.
Peu de temps après la transformation d'Ikeshima, cependant, le Japon entame une nouvelle révolution énergétique en 1987. Les mines de charbon ferment une par une. Ikeshima est la dernière mine du pays à résister. Malgré une bonne qualité du charbon et de bonnes conditions d'exploitation, elle ferme en 2001. Les 2500 employés sont tous licenciés. Au total, ce sont 44 millions de tonnes de charbon qui ont été sorties du ventre d'Ikeshima. Moins d'un an après la fermeture, il ne reste plus que 700 habitants sur cette île désormais sans travail. Aujourd'hui, l'île est quasiment déserte, peuplée uniquement ou presque de personnes âgées qui ont décidé de finir leur jour ici. Vous voyez cette école derrière moi, elle est exceptionnelle, elle est grande, il y a 2 grands bâtiments, un gymnase ici, un gymnase de l'autre côté. Il y a un seul étudiant, un seul écolier et 5 professeurs. Clairement, c'est une école qui a été faite pour des centaines d'écoliers et il n'y en a plus que un qui est là encore pendant 2 ans. Et ce que j'aimerais faire, je ne sais pas si ça va être possible, mais je vais essayer, je vous le promets. Je vais essayer de passer une journée avec cet enfant, avec ses professeurs, parce que cette école me fascine. On a un chat qui nous suit depuis un quart d'heure et vraiment il nous suit mais attaché à nos pieds. Genre on peut même pas le prendre en photo, il reste à nos pieds. Tu restes là et après tu cours vers moi à la caméra, d'accord? Attention, attends. Quick. Ah Il est bientôt midi déjà et derrière moi se trouve le seul restaurant de l'île, on va aller manger là-bas. Coco? Yakiniku teishoku, chahan. Regardez où je suis. Le restaurant dans lequel on mange, il a été aménagé dans un ancien centre commercial et tout a fermé, à part le restaurant. Et le restaurant, enfin les tables, c'est au milieu du centre commercial, enfin dans la zone d'accueil finalement. Et tout le reste, regardez, c'est comme ça, c'est tout fermé. Et si je suis là, c'est parce que je cherche les toilettes qui sont à l'autre bout du centre commercial. Et il y a des trucs en haut aussi. C'est incroyable ce endroit. Vous voyez dans les films de zombies, quand il y a des survivants qui se regroupent dans un centre commercial et qui vivent dedans, et ben là c'est ça. Je suis dans un centre commercial, pas immense mais quand même avec pas mal de magasins, qui a fermé et il reste un magasin. Et ce magasin occupe un petit peu l'ensemble du centre commercial. Là il y a un magasin qui a été transformé en petite salle de repos avec des chaises machin. À côté c'est les entrepôts, les toilettes elles sont tout au fond là-bas. Oh, oishisou. Arigatou gozaimasu. Katsudon. Fait par Kacha. Ça veut dire que c'est le restaurant de la maman. C'est la maman de l'île qui cuisine. Vous voyez le mur derrière moi? C'est des visiteurs et des artistes qui visitent l'île et qui le complètent petit à petit avec des dessins, des messages. Le problème avec cette île, qui n'est pas vraiment un problème, mais qui peut en devenir un quand t'as pas beaucoup de temps, c'est qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à explorer. Il y a des immeubles, des maisons partout. L'île n'est pas immense, mais il y a quand même des milliers de personnes qui ont habité, donc vous imaginez que c'est beaucoup de maisons, beaucoup d'anciens commerces, etc. Si tu veux un peu parler aux gens, si tu veux éventuellement faire des activités, manger, des choses comme ça, essayer de voir un petit peu, de comprendre l'île, ça prend énormément de temps. Là, c'est la deuxième fois que je viens. Et déjà en quelques minutes, je me rends compte qu'il y a plein d'endroits que j'avais pas exploré la première fois alors que j'y suis resté une journée entière.
Il y a une maison qui était ouverte. Évidemment, on rentre que dans des endroits qui sont déjà ouverts. On va pas s'amuser à fracturer des endroits, des vitres, des choses comme ça, mais il y a suffisamment de bâtiments qui sont accessibles facilement. C'est intéressant de voir comment les gens vivaient. C'est vraiment la maison traditionnelle japonaise. Je pense que sur cette île, encore plus qu'ailleurs, c'est difficile de déménager toutes tes affaires par bateau. Et là, les gens, ou alors c'est quelqu'un qui est décédé, hein, tout simplement, mais il reste tout, il reste les vêtements. Je suis sûr que si j'ouvre un tiroir, ça va être plein. Oui, évidemment. Oh, there is still food in here. Would you eat that for $10,000? No, 100? no, A million? thinking of it. Le rat. Discret, prudent, intelligent. Regardez-moi cet environnement. C'est vraiment des dizaines et des dizaines de maisons abandonnées partout. L'atmosphère est exceptionnelle parce que c'est souvent des vieilles maisons japonaises traditionnelles avec les gros toits en tuiles. Et comme vous voyez, on est dans une rue qui, d'apparence, est totalement abandonnée. Mais ici, il y a une voiture garée. Alors je ne sais pas si quelqu'un habite peut-être dans cette maison ou dans celle-là au-dessus. C'est très difficile à dire. J'ai du mal à imaginer vraiment qu'une personne habite dans toute cette rue délabrée, remplie de dizaines de maisons. Putain, mais ce temps de ouf! Le temps qui change en même pas 30 secondes. On s'est réfugié dans l'ancienne caserne de pompiers, qui finalement c'est juste des murs en parpaing avec un toit en bois. Mais c'est marrant parce qu'ils ont quand même laissé pas mal de trucs. C'est le pire jour pour le bateau, c'est le pire jour pour le drone. Mais l'atmosphère que ça donne à l'île est incroyable. Donc en fait c'est le meilleur jour. Je vous propose de voir une des nombreuses entrées de la mine. C'est une mine plutôt bien placée. Les ouvriers devaient avoir une belle vue, enfin quoi que non, ils étaient 1 kilomètre sous terre. Mais après avoir passé une journée ici, j'ai compris comment reconnaître les maisons qui étaient habitées et celles qui étaient vides. Il faut attendre la tombée de la nuit et regarder où il y a de la lumière. Ils sont en train de refaire cet immeuble et on voit qu'il y a 3 appartements habités dedans. Et je trouve ça incroyable qu'ils continuent à entretenir des immeubles. C'est bien hein, pour les gens qui habitent, je dis pas que c'est pas bien. Hein. Quand on sait qu'un loyer coûte juste quelques dizaines d'euros et qu'une façade d'un immeuble comme ça doit coûter quelques dizaines de milliers d'euros à refaire. Je pense que les propriétaires, qui sont la ville de Nagasaki, ne gagnent pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui avec Ben, on était les seuls visiteurs sur l'île, donc on est les seules personnes à repartir. L'atmosphère la nuit ici est assez incroyable, c'est d'un silence comme le silence quoi en fait, hein. Il n'y a pas de bruit. Mais c'est déjà comme ça la journée, mais la nuit c'est encore mieux et je pense que je reviendrai pour m'arrêter, pour tester ce petit hôtel à 20 et quelques euros la nuit et me balader la nuit ici. Voilà, j'ai pas envie de partir en vrai. Ikeshima, c'est une des mines qui a contribué à la modernisation du pays. On peut y voir les restes d'une modernisation ancienne, des installations, des machines, des bâtiments de béton par dizaines. Nagasaki continue de soutenir Ikeshima en investissant beaucoup d'argent pour garantir un niveau de vie satisfaisant aux habitants et entame même des transformations pour accueillir plus de touristes. Un premier bâtiment, consacré à leur accueil, a déjà vu le jour près du port. Difficile pour le moment d'imaginer le futur de cette île, mais il est fort possible que d'une manière ou d'une autre, l'histoire se répète prochainement. Le Japon possède l'un des sols marins les plus riches en minerais, en terres rares et en gaz. Plus de 1000 milliards de mètres cubes d'hydrate de méthane notamment, qui pourraient devenir le futur de l'énergie et que le Japon prévoit d'exploiter dans les années à venir.
Miner et transformer cette nouvelle source d'énergie demandera des installations colossales, bien plus importantes que celles d'Ikeshima.